dans un pays où les lois de la jungle règnent, où un homme puissant s'adresse à une foule silencieuse. Tout le monde écoute, suspendu à ses lèvres. Derrière lui, une femme est attachée à un poteau, un vieux pneu de moto imbibé d'essence enroulé autour de son cou. D'un geste rapide, l'homme allume un briquet et sans un mot, il jette la flamme à ses pieds. Les vapeurs prennent feu instantanément et la femme se retrouve enveloppée dans un brasier. La foule reste muette, personne n'ose détourner le regard. Cette femme, qu'ils connaissaient tous, hurle de douleur, mais aucun cri de protestation ne se fait entendre. Pourquoi une telle cruauté? Quelle est l'histoire derrière cette exécution sauvage? Mon grand-père était cet homme redouté. Dans les jungles reculées du Triangle d'Or, aux confins de l'Asie du Sud-Est, il régnait par la peur et la violence au sein d'une organisation de trafiquants d'héroïne. Son travail? Maintenir l'ordre, punir ceux qui osaient transgresser les règles. Cet épisode, avec la femme brûlée vive pour un vol d'opium, n'était qu'un des nombreux actes horribles qu'il avait commis. Elle avait juste volé un peu de drogue pour soulager son fils malade. Mais pour lui, un vol restait un vol, et il ne pouvait tolérer la moindre désobéissance. C'était ainsi que l'organisation maintenait sa poigne de fer sur les travailleurs et les villageois. Mon grand-père, de par sa position, était craint et respecté à la fois. Son influence s'étendait sur plusieurs villages, et personne n'osait défier son autorité. Les histoires de punitions sévères, de disparitions mystérieuses et de morts violentes circulaient dans chaque recoin de la jungle. Mais avec le temps, même lui a ressenti le besoin de s'échapper de cet enfer. À mesure qu'il se faisait des ennemis, sa sécurité et celle de sa famille devenaient de plus en plus incertaines. Finalement, il décida de fuir. Il rassembla tout l'argent qu'il avait pu amasser durant ces années sombres, et avec sa femme et ses enfants, il traversa la frontière vers le Vietnam. Là, il acheta des faux passeports diplomatiques, et sous prétexte d'être des réfugiés VIP, ils embarquèrent dans un avion militaire pour les États-Unis. Ce subterfuge les mena jusqu'à la baie de San Francisco, où ils commencèrent une nouvelle vie, loin des ombres de la jungle. Dans cette nouvelle vie, mon grand-père s'était reconstruit en homme d'affaires prospère et respecté. Il investissait dans des commerces locaux, des épiceries asiatiques, des restaurants, des boutiques de vêtements. Pendant près de 40 ans, il mena une vie tranquille, et son passé ne fut jamais évoqué. Mais lorsqu'il tomba gravement malade, quelque chose en lui changea. Conscient que ses jours étaient comptés, il se tourna vers la religion, espérant trouver la rédemption. Sur son lit de mort, il décida de confesser ses péchés. Pendant plusieurs jours, un prêtre venait à son chevet, et à chaque visite, il révélait des détails plus horribles les uns que les autres. Ma mère et ma grand-mère écoutaient, abasourdies, incapables de croire que l'homme aimant qu'elles avaient toujours connu avait un passé si sombre. Parmi toutes les confessions qu'il fit, il y en a une qui marqua particulièrement ma mère. À l'époque où il travaillait dans le Triangle d'Or, une ONG américaine était venue vacciner les enfants des villages contre la polio. Ce geste humanitaire était perçu comme une menace par l'organisation de mon grand-père. Il craignait que les vaccinations soient en réalité un moyen pour les Américains de collecter des informations sur leurs opérations. Pire encore, il pensait que les vaccins pouvaient être une forme de contrôle, un outil pour fragiliser leur pouvoir. Alors, pour dissuader les villageois, mon grand-père ordonna que toute famille qui autoriserait ses enfants à être vaccinés serait sévèrement punie. Mais malgré les menaces, certains villageois, séduits par les bienfaits immédiats des médicaments distribués par l'ONG, prirent le risque de vacciner leurs enfants en cachette. La nouvelle parvint rapidement à mon grand-père et il décida de passer à l'action. Un par un, les enfants vaccinés furent retirés de leur famille sous prétexte qu'ils devaient être examinés par des médecins de l'organisation pour vérifier la sécurité des vaccins. Les parents terrorisés obéissaient sans résistance, mais ces enfants ne revinrent jamais chez eux. Mon grand-père et ses hommes avaient une mission claire: faire un exemple. Les enfants furent empoisonnés et leurs corps furent entassés à la lisière de chaque village, comme un avertissement silencieux et effroyable. Lorsque ma mère entendit cette histoire, elle fut bouleversée
horrifié par l'étendue de la cruauté de mon grand-père. Le prêtre, lui aussi, était sous le choc, pâle comme un linge. Après que ma mère m'ait raconté cette histoire glaçante sur mon grand-père, je suis resté figé, comme si un poids énorme venait de s'abattre sur mes épaules. Pendant toute ma vie, je l'avais perçu comme un homme respectable, un pilier de notre famille, quelqu'un qui avait surmonté de grandes épreuves pour nous offrir une vie meilleure. Jamais je n'aurais pu imaginer la noirceur de son passé, ni les horreurs qu'il avait commises dans les jungles du Triangle d'Or. Ma mère m'expliqua que même si mon grand-père n'avait jamais montré de signes de remords dans sa vie quotidienne, ses derniers jours avaient été marqués par une profonde agitation. Comme si les souvenirs refaisaient surface, le hantant au moment où il savait que sa fin était proche. Elle raconta que, lors de certaines nuits, il se réveillait en sueur, murmurant des noms inconnus ou implorant une pitié invisible. Il semblait tourmenté, comme si les fantômes de ses victimes revenaient le hanter. Après ces confessions, le prêtre qui l'avait écouté semblait lui-même marqué à jamais par ce qu'il avait entendu. Il avait pris la décision de garder le secret respectant la nature des confessions, mais on pouvait lire dans son regard qu'il était profondément secoué. Lors de la veillée funèbre de mon grand-père, le prêtre avait un visage grave, et il évitait soigneusement le regard des membres de notre famille, comme s'il portait un fardeau trop lourd à partager. En grandissant, j'avais souvent ressenti un étrange mélange d'admiration et de peur envers mon grand-père. Il avait un charisme certain, mais il y avait aussi une froideur dans son regard, une distance que je ne parvenais pas à comprendre à l'époque. En apprenant la vérité, tout cela prenait un sens sombre et tragique. Il avait passé des années à dissimuler son passé, à jouer le rôle d'un homme de bien, tout en sachant que ses actes le poursuivraient jusqu'à la fin de sa vie. Ma mère ajouta qu'une des raisons pour lesquelles elle avait gardé ce secret si longtemps était qu'elle-même ne savait pas comment porter ce fardeau. Elle craignait que cela affecte notre perception de lui, et surtout, elle voulait nous protéger de cette part sombre de notre histoire familiale. Mais elle sentait aussi que je devais savoir que connaître l'histoire de notre famille, dans toute sa complexité, était important pour comprendre d'où je venais et ce que cela signifiait. Je n'ai jamais pu oublier cette histoire, ni le poids de cette révélation. Elle m'a toujours dissuadé de revenir au Myanmar, même par simple curiosité. Ma mère m'a prévenu que certaines familles n'ont jamais pardonné et que des gens influents dans cette région pourraient encore avoir un intérêt à protéger les secrets du passé. Même si mon grand-père avait quitté le pays, son ombre demeurait et elle pesait encore lourdement sur notre famille. Dans les années qui suivirent, j'ai souvent rêvé de ces jungles, de ces villages reculés où il avait exercé son pouvoir. Dans mes cauchemars, je voyais des enfants au visage flou, errant dans la forêt, leur regard accusateur tourné vers moi. Je sentais que ce passé terrible m'avait atteint, qu'il faisait désormais partie de mon héritage, un fardeau silencieux que je devais porter. Aujourd'hui encore, je me demande comment il a pu mener une vie normale après tout ce qu'il avait fait. Comment un homme peut-il commettre de tels actes, puis se réinventer en homme d'affaires respectable? Peut-on vraiment échapper à son passé, ou bien reste-t-il à jamais gravé, prêt à ressurgir au moindre signe de faiblesse? Ces questions hantent encore mon esprit, et je suppose qu'elles resteront sans réponse. Conclusion. Cette histoire, c'est un rappel que nos origines portent parfois des secrets plus sombres qu'on ne pourrait imaginer. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous que certaines vérités sont parfois mieux laissées dans l'ombre. À bientôt pour une nouvelle histoire où le mystère et l'émotion seront, comme toujours, au rendez-vous.